Bonjour à tous, bienvenue dans le sud de l'Espagne où nous testons aujourd'hui deux vraies nouveautés, des BMW, la F900R et la F900 XR. Alors comme vous pouvez le voir, BMW a choisi de rationaliser un peu son esthétique puisque le Roadster ressemble pas mal à R1200R, il lui manque que le Flat Twin pour vraiment ressembler, être presque mimétique, surtout de l'avant, hein, ça c'est très net. Quant à la XR, là je vous fais pas le dessin on va dire, hein, vous vous rappelez très bien de cette esthétique très sportive de ce modèle 1000 XR. Bon, bah, la F900 elle s'en inspire redoutablement. C'est très chouette. Comme vous pouvez le voir, c'est assez qualitatif en termes de dessin. Après, on va rentrer un petit peu dans le détail. Il y a des choses un petit peu moins sympas, je trouve. Alors tout d'abord, il faut savoir que les deux machines partagent énormément de composants et que, en fait, elles sont une déclinaison de ce qu'on retrouve sur la F850 GS. Donc on a le même cadre, un double poutre acier avec des boucles arrière un peu différentes. Et c'est surtout le moteur qui va vraiment faire la différence ici. Un bicylindre parallèle de 895 cm3. Donc c'est le moteur de la 850 GS qui a été réalisé et qui donc va amener un petit peu plus de puissance, 105 chevaux à 8500 tours et du couple 92 Nm quand même, hein, à 6500 tours, une valeur assez haute. Et ça vous verrez en dynamique, on est un petit peu moins convaincu là-dessus. On y reviendra. Pourtant une belle mécanique hein, avec du piston forgé. Donc c'est plutôt sympa, un embrayage anti-dribble, ça c'est bien aussi, et assisté, donc très peu d'efforts à la poignée. Et sur nos machines d'essai, on a en plus du quick shifter qui permet de passer les rapports en montée et en descente sans toucher au levier d'embrayage, donc ça c'était pas mal non plus. Donc, évidemment ces deux modèles intègrent pas mal d'électronique, qui va commander notamment la cartographie du moteur et qui elle-même va commander les différentes assistances. En fait, chez BMW, tout est lié. Hein. Vous savez, suivant les constructeurs, on a des interventions un peu différentes. Donc là, on a deux modes moteur de base, Rain et Road, donc qui va adapter en fait l'ABS et le contrôle de traction de façon différenciée. Hein. Mais pour aller plus loin, moi je vous conseille quand même de prendre les packs. Alors c'est sûr, il faut remettre la main à la poche, mais ça vaut le coup parce que là sur ces modèles-là, bardés d'options, on avait le mode dynamique pro notamment et le mode dynamique standard. Et ces deux modes supplémentaires en fait s'appuient sur une centrale IMU qui est absente du modèle standard. Et donc cette centrale inertielle va piloter plus finement toutes les assistances et notamment le freinage sur l'angle, l'antipatinage sur l'angle également. Enfin bon, on va quand même beaucoup plus loin en termes de sécurité, c'est pas mal. C'est vrai que c'est toujours appréciable. Et puis bon, ça amène aussi pas mal d'autres choses, notamment des feux additionnels adaptatifs en fait. Ils se trouvent ici en hauteur sur le modèle XR, qui se trouve en bas sur le modèle sur le Roadster. Et qui va en fait, suivant l'angle d'inclinaison, passer de 7 degrés ou 10 degrés sur la XR, ça va éclairer davantage les angles sur la route. Donc ça c'est vraiment utile, c'est assez performant. On ne l'a pas vu nous sur la route, mais on nous en a fait une démonstration de nuit et clairement, c'est le cas de le dire, on voit mieux. Alors en termes de partie-cycle, quelques petites différences, mais ça va tenir aussi à l'ergonomie des machines. Alors on a comme suspension sur ces modèles d'essai, on a l'ESA à l'arrière évidemment qui va donc piloter l'amortisseur. À l'avant on a une fourche de 43 mm, pareil hein, sur la XR, avec plus de débattement évidemment sur ce modèle là. Et non réglable, hein, sur les deux machines, la fourche n'est pas réglable, mais ça c'est pas très grave, on y reviendra aussi après. Les freins c'est du Brembo et de bonne qualité, on a pu tester, c'est vraiment pas mal. Autre différence en termes de pneumatiques. Sur le Roadster, on va avoir du Bridgestone S21R, donc des enveloppes assez sportives. C'est un autre programme sur la XR, d'ailleurs c'est assez étonnant, on attendrait quelque chose de peut-être un petit peu plus sportif à ce niveau-là aussi, un peu plus dynamique en monte de pneus. Enfin c'est très bien, c'est du Michelin Pilot Road 5, ça permet vraiment de rouler très fort si on le souhaite. Pilot Road 5 GT, donc vraiment pas mal à ce niveau-là aussi comme monte en standard. Et puis enfin, on a deux superbes écrans, sur chaque machine c'est les mêmes. En fait, on les retrouve aussi sur la 850 GS évidemment, et on les retrouve également sur la S1000RR. Écran TFT, couleur magnifique en définition, pléthore d'informations. C'est très lisible. Alors je vous propose maintenant de retrouver mes premières impressions en dynamique sur le Roadster tout d'abord, et ensuite sur la XR. Alors au premier lieu, à basse vitesse, je trouve que la direction, elle est un peu rétive, hein, c'est assez bizarre. Alors c'est peut-être dû aussi à l'amortisseur de direction qui est monté en série sur la moto. Mais c'est vrai que ce matin quand on est parti de l'hôtel, je me suis dit tiens c'est bizarre, ça a l'air un peu lourd de l'avant. Alors c'est vrai qu'on a un angle de colonne qui est assez ouvert. Mais bon, la géométrie est pensée en conséquence également, avec un déport pas mal en retrait. Donc normalement on a une moto
qui devrait être un petit peu plus légère de l'avant à basse vitesse. Et puis dès qu'on a quelques kilomètres/heure, de toute façon, on ressent plus ce phénomène. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La moto est particulièrement agile sur les enchaînements. Donc une moto vraiment facile à emmener avec un guidon assez large. Et puis surtout ce qui fait la différence par rapport à l'ancien modèle, ça va être cette position qui est plus sur l'avant. Ça c'est très sensible. On a des repose-pieds plus hauts et un guidon qui est vraiment projeté plus loin. Et ça c'est très très sensible. On a donc bien de l'appui sur les poignets pour un meilleur contrôle du train avant. Ça moi j'apprécie beaucoup, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est un peu ce qu'on a aussi sur une Kawasaki Z900. Voilà, là on enchaîne un peu les courbes, donc ça tourne vraiment de façon très intuitive. La moto est très neutre, on emmène ça à l'œil, il suffit de regarder et hop, ça penche direct, voilà. Et ça se corrige très facilement. On a une très bonne correction de la trajectoire au guidon et au repose-pied. J'ai remarqué que les repose-pieds étaient très sensibles aux appuis sur cette moto, donc ça c'est vraiment cool. En pilotage sportif, ça peut vraiment faire la différence. Alors autre point, ça va être les freins. Un excellent contrôle des étriers sur cette moto également. On a vraiment une décélération très franche au départ à la prise du levier. On a vraiment quelque chose qui freine très très fort. Les étriers Brembo ne sont pas réputés pour être mous. Mais malgré tout, on peut vraiment gérer finement la décélération. Pareil avec la pince arrière. Avec un petit bémol, je trouve qu'on bloque assez vite la roue arrière si on désactive l'ABS, évidemment. Avec l'ABS, bon, ça se met tout de suite en marche. Mais il faudra y aller un peu mollo ou avoir les modes Dynamic Pro qui permettent d'éviter toute surprise. C'est un peu le souci avec cette machine. Là. Celles qu'on roule, elles sont full équipement, comme on vous l'a dit. Rien à dire sur les suspensions non plus. À l'arrière, c'est confort, ça se tasse pas sur l'accélération. En plus, bon, il y a le SA évidemment sur cette machine. C'est vraiment bien suspendu, ça s'enfonce pas trop à la prise des freins. Un train avant très neutre, très précis également, et qui surtout à la prise des freins ne se relève pas. Ça, on a une moto qui ne bouge absolument pas. Ça permet d'avoir un pilotage vraiment efficace. Et la moto réagit plus au repose-pied qu'au guidon presque. C'est assez étonnant. Au guidon, on a vraiment l'impression que ça demande plus d'efforts. Mais c'est vraiment une machine agréable. Et puis bien sûr, je vais vous parler du moteur quand même. Mais là, je suis un peu déçu sur le comportement de cette mécanique. J'attendais un peu plus de démonstration à moyen régime, et il faut vraiment passer les 5000 tours pour commencer à avoir un peu de personnalité. En dessous ça marche, mais c'est pas séduisant en fait, c'est pas une mécanique séduisante. Pourtant c'est très bien conçu, il n'y a pas de souci à ce niveau, mais je ne trouve pas très agréable. Je préférais l'ancien moteur Rotax en termes de comportement. Là ça accélère, c'est pas un problème. Un petit bout d'autoroute. Hop là. On aurait bien aimé avoir plus de caractère en bas. Sur les intermédiaires, ça reprend, mais c'est vraiment à partir de 6000 tours qu'on va ressentir la vie vraiment dans ce moteur. Et au-delà, après, ça part sur la puissance. Jusqu'à 8500 tours, soit, en fait, c'est le début de la zone rouge. Bon, comme vous pouvez le voir, une machine qui m'a pas mal plu, avec quand même quelques petits défauts. On va tout de suite passer sur mes premières impressions au guidon à propos du XR. Alors il y a à la fois pas grand chose, il y a à la fois des choses importantes qui changent quand on prend les commandes de cette moto par rapport au Roadster. Évidemment c'est l'ergonomie, on est assis plus haut, on est assis plus droit évidemment, avec un guidon qui est relevé, plus large, et également des repose-pieds qui sont plus en avant et un petit peu moins haut, donc en fait on a vraiment une position confortable, plus adaptée au voyage, avec un bon contrôle du train avant. On est toujours légèrement en appui quand même sur le guidon. Le premier point qui m'avait déjà semblé perfectible à l'arrêt, c'est la selle, non pas le confort, qui comme le Roadster est plutôt pas mal, même bien on va dire.
Non, c'est le recul sur la XR. On peut pas se reculer vraiment et quand on est grand, ben, on aimerait bien avoir 3, 4, 5 cm de plus pour pouvoir circuler parfois. Changer un peu de position et là c'est pas possible, on a le petit dosseret de la selle monobloc qui empêche de se reculer. C'est pas forcément très confortable à ce niveau-là. Donc il faut passer l'ergonomie. On a également un fairing, un carénage qui protège davantage, c'est sûr. Alors pas tellement les épaules, on va être jusqu'au buste avec la bulle en position basse. On peut la relever très facilement, hein, c'est vraiment juste une petite manette à pousser. Ça c'est vraiment pas mal. De position très rapide pour la bulle. Alors, le problème c'est que cette bulle en position haute, elle génère pas mal de remous sur le haut du casque et ça devient vite assez pénible. Donc finalement même sur l'autoroute on a tendance à les laisser en position basse. Et c'est nettement moins bruyant et moins agité. La protection des jambes est correcte, on va dire, mais sans plus. On sent qu'il y a de l'air au niveau des chaussures, on sent qu'il y a de l'air sur les côtés des jambes. Je pense qu'avec de la pluie, on sera vite mouillé à ce niveau-là. Donc c'est une protection qui n'est pas énorme. C'est bien mieux que sur le Roadster, évidemment. Bon, ça tombe sous le sens. Mais on voit bien que c'est pas une GT non plus. Autre point qui va faire la différence également, sur les suspensions. Alors ce sont les mêmes éléments. Ici on a aussi le SA à l'arrière, à l'avant même fourche non réglable, mais les débattements sont nettement plus importants. On a 170 mm à l'avant, donc on a gagné une quarantaine de millimètres par rapport au Roadster. Donc effectivement les transferts de masse sont plus marqués, ça va plonger davantage. À ce sujet je regrette vraiment que l'hydraulique apparemment n'est pas vraiment différente de celle du Roadster et c'est un peu dommage parce qu'on aurait bien aimé une meilleure maîtrise de l'enfoncement, notamment sur la première partie de l'enfoncement de la fourche. Là on sent que ça plonge pas mal. Donc ça c'est peut-être un petit peu perfectible. À l'arrière c'est d'autant plus confortable en fait, comme on a plus d'amplitude, forcément ça absorbe un petit peu mieux les chocs, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc une moto nettement plus confortable et sympa à rouler au long cours que le Roadster, forcément, tout ça c'était assez attendu. Le moteur ne change pas par rapport à celui du Roadster, évidemment, la partie cycle, le châssis est le même, le cadre est le même, la boucle arrière est un peu différente, parce que la selle n'est pas positionnée exactement de la même façon. Mais voilà, en gros, ça manque de vie, hein, clairement. C'est pas non plus une mécanique très agréable, encore une fois, hein, comme je l'ai déjà dit sur le Roadster. C'est pas une mécanique très agréable à rouler, je trouve, je sais pas, c'est difficile à expliquer, c'est comme un manque de raffinement, ça manque de consistance, on va dire. Même le son, c'est assez métallique, je trouve, ça charme pas beaucoup l'oreille. L'échappement est pas mal. Après, bon, pour l'échappement, c'est une norme Euro 5, donc forcément, ça limite un petit peu l'agrément à ce sujet. Donc vous voyez, deux machines très différentes quand même de comportement et d'usage. Un Roadster qui va être finalement assez sportif, qui a une grande maniabilité, notamment au niveau des repose-pieds. On est vachement à l'aise, hein. Dès qu'on appuie un petit peu, la machine pivote d'autant mieux. Et puis une XR qui satisfait pas mal en termes d'agrément en fait, de voyage. Par contre, effectivement, le moteur sur les deux machines nous laisse un petit peu sur notre faim. On a quand même un 900 cm3 normalement et on en attendait beaucoup plus en termes d'agrément. Je trouve que le couple n'est pas disponible assez bas, ça manque de vie en plus. Mécaniquement, c'est pas très agréable, ça manque de peps et les bruits mécaniques sont toujours un peu bizarres. C'est moins séducteur que le Rotax qu'on trouvait dans le F800R qui nous plaisait beaucoup. Vous pouvez tout à fait avoir un avis différent. Le mieux ce sera de l'essayer évidemment. En résumé, des machines performantes avec un bon package de base en équipement, mais qui ne demandent quand même pas passer par les packs, notamment pour la XR, avoir les pare-mains qui sont d'ailleurs pas super qualitatifs, je trouve. À mon avis c'est perfectible à ce niveau-là aussi. En termes de finition, je trouve que l'esthétique, le dessin est très bien, tous les parties plastiques ça va bien. On a des belles poignées passagers aussi, ça c'est notable, c'est vraiment bien, on n'a pas toujours ça sur des Roadsters. En revanche, le cadre, tout ça, la boulonnerie, vous voyez ici c'est quand même vachement visible, la pompe à eau. La BMW nous a habitués à mieux.
Et la concurrence fait pas mal aussi, hein. Je pense notamment aux Japonais, avec des gammes parfois même moins, des 650 qui sont bien mieux finis, moi je trouve, en termes de revêtement, de revêtement du moteur. Donc deux machines qui ont un certain agrément en termes de partie cycle, en termes de vivacité, en termes de neutralité. Paya, ça n'a pas de souci. En termes de freinage également, très très bon à ce niveau-là. L'électronique fonctionne remarquablement bien. L'écran est remarquable également. Et la mécanique, un petit peu moins, ça faut le dire. Dernier point, le tarif. On est à 8 870 € sur le Roadster, 10 995 € pour la XR. Des tarifs relativement élevés quand même, qui sont en phase avec ce que fait la concurrence, mais avec des prestations, encore une fois, chez d'autres constructeurs qui sont pas mal non plus. On vous en dit bien plus sur l'essai online sur le repère des motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très très vite pour un nouvel essai. Merci.